Le module 2 concerne les changements physiques et les défis que les participants du programme La vie après un AVC vont rencontrer suite à l'AVC. Je vais utiliser au cours de ce module-ci l'exemple de Pierre Crête, qui est un formateur, un animateur pour le programme La vie après un AVC, et il est également survivant de l'AVC. Les objectifs du module 2 sont les suivants. D'abord, c'est d'aborder les changements les plus visibles causés par l'AVC, les limites physiques. Ensuite, de discuter de l'importance de l'activité physique, tant pour le rétablissement que pour l'atténuation des risques. Certains programmes dans la communauté vont même jusqu'à intégrer des exercices adaptés en gymnase avec un kinésiologue ou un physiothérapeute. Dans le dernier objectif du module 2, on veut également enseigner comment se fixer des objectifs. On fait référence ici aux objectifs SMART, particulièrement importants pour tous les modules. Vous allez voir que vous n'aurez sûrement pas eu le temps d'aborder les objectifs SMART en profondeur lors du module 1. Je vous invite donc, en arrivant au module 2, à prendre le temps avec les participants pour bien leur expliquer quels sont les objectifs SMART. Et nous, on va faire un exemple ensemble dans ce module-ci. Les objectifs SMART, donc les engagements à changer hebdomadaires, permettent de développer un meilleur sentiment d'efficacité personnelle pour les participants. Donc, c'est ainsi que les participants vont parvenir à continuer d'adopter des changements de comportement ou dans leurs saines habitudes de vie une fois que le programme sera terminé. La revue du module 2 ressemble grandement à celle du module 1. Vous allez voir, c'est toujours le même genre de structure et c'est encore une fois possible de l'adapter selon la réalité de votre groupe, selon les discussions encourues. On fait un retour sur les règles de base pour commencer la séance. Ensuite, on fait un retour sur la présentation de la semaine précédente, voir si les gens ont des questions, par exemple, par rapport à leur lecture. Un partage sur les objectifs, les réussites et les défis. On distribue les ressources pertinentes pour la semaine. Donc ici, ce serait des ressources adaptées en activité physique, des programmes de marche, par exemple. On va ensuite utiliser un extrait de DVD. Donc, il y en a plusieurs. Il y a celui du physiothérapeute, de survivants qui ont changé leurs saines habitudes de vie au niveau de l'activité physique. Et les participants vont faire un tour de table pour faire leur témoignage. Je vous rappelle que c'est toujours bon de briser la glace avec le survivant animateur si ce dernier présente des séquelles physiques, par exemple, ça peut être très bien. L'animateur parle de l'AVC et des limites physiques. Et les témoignages donc des participants permettent de voir quelles sont les répercussions au niveau des limites physiques. Ensuite, l'animateur enseigne comment on peut prendre le contrôle, donc trouver des stratégies d'adaptation, des solutions, et souligne l'importance de l'activité physique. On apprend comment se fixer des objectifs SMART, et les participants s'engagent à être davantage actifs. On sait que dans la prévention secondaire d'un second AVC, c'est très important d'être actif tous les jours, donc on va en parler. Et l'animateur met fin à la séance. Je vous rappelle encore une fois, pour l'évaluation, n'oubliez pas à chaque séance de faire l'évaluation de la séance par les participants, le petit formulaire à compléter. Les attentes irréalistes ne sont pas rares de la part des participants. Donc, plusieurs survivants de l'AVC ont des attentes irréalistes pour ce qui est de l'étendue du rétablissement possible. Le niveau de rétablissement dépend de plusieurs facteurs, comme vous le savez. On parle de la gravité de l'AVC, le temps écoulé depuis l'AVC, le rythme de rétablissement à ce jour, et aussi les autres problèmes de santé que la personne est susceptible d'avoir et qui peuvent influencer la fonction cérébrale. Si un participant désire savoir à quel point il pourra se rétablir, les gens vont avoir cette question-là, est-ce qu'ils vont pouvoir recommencer à marcher complètement, par exemple? Dites à cette personne-là de discuter avec son médecin pour le pronostic. Très souvent, les survivants pensent qu'ils pourront se remettre à conduire, comme si de rien n'était, du jour au lendemain, à marcher sans aide, à utiliser normalement une main paralysée et à vivre de façon complètement autonome. Donc, c'est une attente ou des attentes irréalistes qu'on voit régulièrement. Les animateurs ont donc la possibilité d'utiliser ces attentes-là dans le cadre d'un exercice de résolution de problèmes avec le groupe. Ainsi, dans une discussion sur la conduite et l'impossibilité de conduire, vous pourriez mentionner différentes façons de rester autonome, de faire ses courses,
aller à l'épicerie par exemple, aller à la pharmacie, aller à la banque, et de rendre visite à ses amis même sans une voiture. On sait qu'il y a plein d'alternatives à la conduite automobile, le transport en commun et tout ça, le transport adapté. Donc, on va aborder ces sujets-là avec le groupe. Ne serait-ce que pour la période de transition où la personne n'a plus son permis de conduire. Je prends le temps de donner cet exemple ici parce que c'est vraiment un sujet qui est très important pour les participants, qui est soulevé dans la plupart des séances, dans la plupart des programmes. Quand une personne a des espoirs bien fondés, ses résultats risquent d'être meilleurs, mais si les espoirs sont irréalistes, ils peuvent au contraire lui nuire. D'ailleurs, la ligne qui sépare l'espoir et le déni est parfois bien mince. Donc, c'est toujours difficile là, de séparer l'un et l'autre. Il y a évidemment un lien avec la sécurité. Je reviens à mon exemple de la conduite automobile. Donc, il y a un lien avec la sécurité à faire, à aborder. D'autres exemples qu'on pourrait vous donner également. Tout à l'heure, dans le module 1, je vous mentionnais l'exemple d'une intervenante dans la communauté animatrice pour le programme où le participant lui avait demandé de solutionner le problème de son bras, qui avait un problème de membre supérieur. Donc, évidemment, c'est pas la responsabilité là, de l'animateur du programme La Vie après un AVC de solutionner tous les problèmes, même si on va parfois vous le demander. Et il y a une difficulté également à, par exemple, les gens qui veulent marcher, qui veulent tout d'un coup, du jour au lendemain, recommencer à courir 5 km sans faire des étapes, si on peut dire, ou aller monter l'Everest. Donc, c'est des choses qui sont irréalistes. Donc, il faut ramener ces attentes-là à un réalisme. Maintenant, on va regarder ensemble les objectifs SMART. On va les regarder avec une étude de cas, comme je vous le mentionnais. Les objectifs SMART permettent de faire un changement de comportement au niveau des saines habitudes de vie. Donc, le S veut dire spécifique, le M veut dire mesurable, le A veut dire atteignable, R réaliste, T temporellement défini, et le C veut dire confiance. Donc, on parle ici du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, on regarde ensemble l'étude de cas avec Pierre Craig, qui est une étude de cas réelle. Donc, Pierre a eu un AVC ischémique droit qui a entraîné la perte de l'usage de la main et du bras gauche. Donc, ici, je souligne que Pierre était un gaucher. Pierre souhaitait, donc c'était un joueur de tennis de haut niveau qui faisait beaucoup de compétitions, et il souhaitait évidemment recommencer à jouer au tennis maintenant en changeant de main. Donc, il jouait avant avec la main gauche, sa main dominante, et en réapprenant à jouer au tennis avec la main droite. Et il voulait faire ça du jour au lendemain, donc devenir aussi bon qu'avant. Donc, évidemment, c'était une attente qui était irréaliste. Donc, on a demandé à Pierre de faire 2 sous-objectifs qui étaient beaucoup plus réalistes pour arriver éventuellement à cette finalité-là dans quelques années. Le premier objectif de Pierre est donc le suivant. Faire le plus possible les activités de la vie quotidienne comme manger, s'habiller, se laver, se raser, écrire, cuisiner avec la main droite de 30 à 60 minutes par jour pendant 6 mois. On va décortiquer cet objectif-là pour regarder en quoi c'est un objectif SMART. Donc, un objectif SMART, c'est d'abord un objectif spécifique. Donc, un objectif spécifique définit la mesure à prendre et met l'accent sur le résultat désiré. Le genre de questions qu'il faut se poser pour savoir si l'objectif est spécifique, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'allez-vous faire? De quelle manière allez-vous procéder? Je vous donne un exemple avec l'activité physique. Donc, je vais faire de l'activité physique tous les jours en marchant, est plus spécifique que de dire je vais adopter des saines habitudes en général. Même chose avec l'alimentation, hein, on dirait je veux bien manger, c'est pas très spécifique, alors que dire je vais augmenter mon nombre de consommation de légumes et fruits par jour, là c'est beaucoup plus spécifique. Dans le cas de Pierre, faire le plus possible les activités de la vie quotidienne, donc manger, s'habiller, se laver, se raser, écrire, cuisiner, marcher avec la main droite, c'est quelque chose de spécifique. Mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un objectif mesurable? Donc d'abord, il faut pouvoir mesurer nos progrès en franchissant différentes étapes. Le genre de questions qu'il faut se poser, d'abord, c'est comment pouvons-nous mesurer nos progrès?
comment pouvons-nous savoir qu'on a atteint cet objectif? La mesure des progrès est une excellente façon de se motiver à atteindre des objectifs. Je reviens avec mon exemple de la marche. Donc, chaque semaine, je vais augmenter de 10 minutes le temps que je passe à marcher tous les jours. Ça, c'est un objectif qui est mesurable. Dans le cas de Pierre, évaluer les progrès en se rasant, en cuisinant par exemple, c'est quelque chose qui est mesurable. Donc, Pierre fait souvent de l'humour quand il donne l'exemple pour le rasoir parce qu'évidemment, s'il n'est pas très bon, il se coupait au début, c'était plus difficile, mais avec le temps, il se blessait de moins en moins. Comment il fait ça? Donc, il utilise, pour le rasoir, vous allez voir, il a même changé d'outil parce que finalement, au début, il utilisait d'abord un rasoir manuel et il s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Donc, il est allé vers un rasoir électrique. Et en cuisinant, on peut voir aussi l'amélioration de la qualité alimentaire, des applications aussi pour des outils pour bien manger. L'objectif SMART doit également être atteignable. Donc, atteignable, ça veut dire qu'un bon objectif doit être difficile à atteindre, mais pas impossible. L'impression de réussir contribue à garder les gens motivés. Dans la motivation, je vous rappelle que c'est très important, on l'avait vu au début de la présentation de ce webinaire. Pour établir un objectif, le genre de questions qu'il faut se poser pour qu'il soit atteignable. Donc, est-ce qu'il est possible pour vous d'atteindre cet objectif? Avez-vous besoin d'aide pour l'atteindre? Si oui, de quoi avez-vous besoin? Dans l'exemple de marche, donc chaque semaine, je vais augmenter 10 minutes le temps que je passe à marcher tous les jours jusqu'à ce que j'atteigne 30 minutes par jour. C'est un objectif qui est atteignable pour bien des gens. Dans le cas de Pierre, à la question « Est-ce qu'il a besoin d'aide? » Pierre répond « Oui » en utilisant des appareils plus adaptés. Donc ici, là, je vous donne l'exemple que je vous avais dit dans la diapositive précédente. Donc, il a changé vers un rasoir plutôt électrique plutôt qu'un rasoir manuel. Et les appareils de cuisine, il a utilisé des appareils adaptés, spécialisés pour une clientèle qui a des difficultés comme après un AVC dans la cuisine pour pouvoir ouvrir des boîtes de conserve à une seule main, couper des aliments à une seule main. Réaliste, un objectif basé sur les connaissances, les compétences et le mode de vie actuel du patient ou du participant. Il est possible qu'il faille modifier l'objectif pour le rendre atteignable. Donc, je vous rappelle ici de la finalité de Pierre qu'on avait parlé tout à l'heure, donc de jouer au tennis du jour au lendemain sans aucun entraînement, comme avant, mais seulement en changeant de main. Ce n'était pas réaliste du tout. Pour qu'un objectif soit réaliste, il doit être difficile à atteindre, mais pas impossible. Chaque semaine, je vais augmenter de 10 minutes le temps que je passe à marcher tous les jours jusqu'à ce que j'atteigne 30 minutes par jour et je continuerai ici pendant 4 semaines. Donc ça, c'est réaliste. Dans le cas de Pierre, oui, c'est faisable, c'est réaliste. Il a les connaissances, les compétences pour réaliser son objectif. Pierre va aussi aller faire appel à une physiothérapeute, une ergothérapeute pour l'aider au niveau des outils. Été temporellement défini. En définissant un cadre temporel précis, vous vous assurez de faire des progrès. C'est important d'être précis, sinon ça reste vague. Choisissez une date de fin atteignable pour que votre objectif soit vraiment crédible. Et je vous encourage à utiliser une date de fin qui est quand même assez espacée dans le temps. Donc, un changement de comportement en 3 semaines va être difficile à implanter et à être durable. Par contre, en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est préférable. Donc, le genre de questions qu'on se pose, quand accomplirez-vous les différentes étapes de votre objectif? Quand aurez-vous atteint l'objectif en tant que tel? Pour notre exemple de marche, chaque semaine, je vais augmenter de 10 minutes le temps que je passe à marcher tous les jours jusqu'à ce que j'atteigne 30 minutes par jour et je continuerai ainsi pendant 4 semaines. J'examinerai mon nouveau programme d'activité physique après 4 semaines. Donc ici, c'est notre date, c'est notre temps qui est choisi, c'est le délai de 4 semaines pour réévaluer le tout. Et dans le cas de Pierre, quand on parlait de 30 à 60 minutes par jour pendant 6 mois. Donc, Pierre, on est même allé là un 6 mois parce que c'est un objectif qui prend du temps avant d'être vraiment à l'aise à se raser, avant d'être vraiment à l'aise à cuisiner à la maison, à utiliser, à écrire et tout ça, à réapprendre complètement à tout faire d'une autre main.
finalement, le C pour confiance ou l'efficacité personnelle. C'est le dernier élément nécessaire pour valider un objectif. Évaluez à quel point vous avez confiance en votre capacité d'atteindre votre objectif sur une échelle de 1 à 10. Si la note est plutôt faible, donc on essaie d'atteindre cet objectif-là, on essaie de répondre à certaines questions pour y arriver. Donc on essaie de viser d'atteindre au moins 8 sur 10, d'avoir un sentiment de confiance. Le genre de questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif? Pourquoi craignez-vous de ne pas pouvoir atteindre votre objectif? Quel genre d'idée ou de stratégie pourrait améliorer votre sentiment de confiance ou d'efficacité personnelle? De quel genre d'aide avez-vous besoin? Et je vous invite ce genre de questions-là à faire participer le groupe dans la discussion et non pas vous à essayer de solutionner le problème avec le participant qui est devant vous. Dans le cas de Pierre, donc pour le rasoir électrique, donc on avait au début avec le rasoir manuel un sentiment de confiance là, de 4 sur 10. C'est pour ça que Pierre a dû changer pour aller vers un rasoir électrique. Également pour la cuisine à la maison, donc il avait un sentiment de confiance d'une échelle de 8 sur 10. Rappelez-vous qu'on avait 2 objectifs pour Pierre pour arriver à sa finalité qui était de recommencer à jouer au tennis comme avant. Donc le deuxième objectif de Pierre est donc le suivant. Pendant 1 an, suivre un cours de tennis de 60 minutes une fois par semaine avec un instructeur physiothérapeute pour apprendre à jouer de la main droite de manière satisfaisante et compétitive. Donc, il est allé chercher de l'aide, Pierre. Donc, en quoi cet objectif-là est spécifique? Donc, c'est un cours de tennis avec un instructeur physiothérapeute, donc c'est quelque chose de précis. En quoi il est mesurable? Donc, Pierre, ce qui est amusant ici, c'est qu'il s'intéresse au nombre d'échanges réalisés en continu, donc avant que la balle tombe. Donc, pour voir sa propre amélioration, il va le noter dans un carnet. En quoi c'est atteignable? Donc, oui, c'est atteignable parce qu'il utilise une intervenante en réadaptation qui va travailler avec lui pour l'aider. En quoi c'est réaliste? Donc, c'est plus réaliste, en fait, de faire cet objectif 2-là que de s'inscrire directement dans une ligue professionnelle et de penser que du jour au lendemain, on peut jouer, passer de la main gauche à la main droite avec excellence. Et temporellement défini, donc on parle de 60 minutes, une fois par semaine, pendant 1 an. Vous voyez encore, on a un objectif qui est durable sur le long terme. Et son sentiment de confiance personnelle est de 7 sur 10. Donc, ça terminerait ici le module 2. Je vous invite à aller répondre à la question précise sur le module 2 et vous pouvez ensuite passer au prochain module qui concerne la déglutition et la nutrition.